Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la conduite à tenir devant une douleur abdominale aux urgences. C'est une conduite à tenir pratique qui va vous servir pour asseoir le diagnostic et la démarche thérapeutique du patient. Les douleurs abdominales est un motif fréquent de consultation aux urgences. L'origine peut être médicale comme elle peut être chirurgicale. À l'admission du patient, il faut initialement évaluer le patient selon la règle ABCDE. Donc le A, c'est le airway, c'est pour les voies aériennes supérieures. Le B, c'est le breathing. Il faut s'assurer que le patient n'a pas un problème respiratoire, il sature bien, il est eupnéique, il n'y a pas de cyanose, il n'y a pas de signe de lutte et il n'y a pas de râle à l'auscultation. Il faut s'assurer de la stabilité hémodynamique, notamment la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le teint du patient, le temps de recoloration cutanée et l'auscultation cardiaque. Il faut s'assurer que le patient est stable sur le plan neurologique, évaluer le Glasgow du patient, l'état du pupille et rechercher un déficit. Et bien sûr, à l'issue de ces éléments, il faut déshabiller le patient et mesurer sa glycémie et sa température. Si le patient est stable, on va procéder à un interrogatoire détaillé. Si le patient est instable, on va l'acheminer au service de déchocage pour stabilisation et évaluation. À l'étape de l'interrogatoire, on demande au patient son âge et ses antécédents médicaux. Est-ce qu'il a un diabète? Est-ce qu'il a une hypertension artérielle? Est-ce qu'il est suivi pour une pathologie chronique? Il faut demander ses antécédents chirurgicaux. Est-ce qu'il a été déjà opéré pour une pathologie? Ses antécédents familiaux. Il faut caractériser cette douleur. Est-ce qu'elle est aiguë ou chronique? La localisation de la douleur en fonction des différents cadrans. Le patient doit décrire sa douleur. Est-ce que c'est une douleur à type de spasme? Est-ce que c'est une douleur à type de torsion? Est-ce que c'est une douleur à type de piqûre? D'accord? Donc, la localisation de la douleur, est-ce qu'elle est localisée ou irradiante? D'accord? Est-ce que la douleur se localise en un point fixe ou est-ce qu'elle irradie vers une autre région? Est-ce qu'il y a une position ontalgique? Les signes associés, est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce qu'il y a des diarrhées? Une hémorragie digestive? Une fièvre? Une perte du poids? Une anorexie? Des signes d'altération de l'état général? Est-ce qu'il y a un ictère? Des sensations de fibricule? D'accord? Et autres, à l'étape de l'interrogatoire, il faut chercher des éléments qui vont nous orienter vers certains diagnostics, comme par exemple, est-ce qu'il y a la notion de prise d'aliments suspects qui peuvent nous orienter vers une gastro-entérite. Si le patient est stable, donc on doit le mettre en condition, d'accord? On doit mettre une garde-veine. Est-ce que le patient nécessite de l'oxygène? Est-ce que le patient nécessite un sondage gastrique? D'accord? Est-ce qu'il nécessite un sondage vésical? Et bien sûr, en fonction de l'état du patient, est-ce qu'il y a une détresse respiratoire associée? On peut le mettre en position demi-assise. Est-ce qu'il est en détresse circulatoire? On va le mettre en position Trendelenburg. Si le patient est stable et ne présente pas de problème, on va procéder à l'examen clinique. L'examen clinique débute par l'inspection. Il faut voir l'abdomen, comment il est. Est-ce qu'il est distendu? Est-ce qu'il y a une circulation collatérale? On va palper l'abdomen. On demande au patient de nous montrer la région douloureuse. Par exemple, si la douleur se localise au niveau de l'hypocondre droit, on va commencer la palpation par la région non douloureuse, c'est-à-dire on va commencer par l'hypocondre contralatéral, on va palper la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche, la région hypogastrique, puis on arrive à la région douloureuse. Pourquoi cet élément-là? Parce que si on commence par la douleur, par la région douloureuse, le patient va se contracter et donc ce qui va rendre l'examen abdominal difficile. On doit percuter l'abdomen à la recherche d'un hypertympanisme, à la recherche d'une matité déclive qui nous oriente vers la cite, et l'auscultation à la recherche d'un silence auscultatoire ou bien pour chercher est-ce qu'il y a du borborigme intestinal.
Après, on va diviser notre abdomen en trois régions, une région supérieure, moyenne et une région inférieure. Donc, dans la région supérieure, ici à droite, en haut et à droite, nous avons l'hypocondre droit. Si le patient localise sa douleur ici, ça peut être une cholécystite, ça peut être une angiocolite qui constitue une urgence chirurgicale, ça peut être une pneumopathie basale, comme ça peut être une hépatite. Donc cette région-là, ça concerne ces diagnostics. La région épigastrique, ça concerne l'estomac, donc il peut y avoir une gastrite, il peut y avoir la maladie ulcéreuse, il peut y avoir une pancréatite, comme il peut y avoir un infarctus du myocarde qui constitue une urgence chez un patient qui présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Au niveau de l'hypocondre gauche, toujours nous avons la gastrite, la pancréatite, la pneumopathie basale et bien sûr l'infarctus splénique, surtout chez un patient qui présente une drépanocytose. Au niveau du flanc droit et le flanc gauche, c'est ici nous avons les reins. Dans l'abdomen, il n'y a pas que le tube digestif, il y a les reins. Donc il peut y avoir une pyélonéphrite ou bien une colique néphritique par obstruction urétérale dans les deux côtés, le flanc droit et le flanc gauche. Dans la région péri-ombilicale, il peut y avoir un anévrisme de l'aorte abdominale qui peut être rompu, surtout chez un patient connu hypertendu avec un terrain de facteurs de risque cardiovasculaire. Il peut y avoir une occlusion intestinale, comme il peut y avoir une pancréatite, surtout si la douleur irradie vers le dos et soulagée par la position antéfléchie. On arrive au territoire inférieur, nous avons à droite la fosse iliaque droite, donc il peut y avoir une appendicite, une myquie, une hernie étranglée, une cause gynécologique, surtout une GU. Le côté gauche, on peut avoir une diverticulite, surtout chez un sujet âgé qui présente une constipation chronique. Et il peut y avoir un volvulus du sigmoïde, les myquies, une hernie étranglée, toujours les causes gynécologiques à ne pas passer à côté. Et dans la région hypogastrique, nous avons la vessie, donc il peut y avoir une cystite, ou bien la maladie inflammatoire du pelvis. Donc après avoir examiné le patient et suspecté les différents diagnostics, il faut impérativement soulager le patient. Donc on doit lui mettre une voie veineuse, on doit lui perfuser de sérum salé ou de sérum glucosé. Il faut passer des molécules, les antispasmodiques, le paracétamol, ici il y a une fièvre, l'inhibiteur de pompe à protons, donc de l'oméprazole s'il y a un tableau de gastrite ou bien d'une maladie ulcéreuse. Et bien sûr, par la suite, on va procéder aux examens complémentaires qui vont être guidés par l'examen clinique. Par exemple, il faut toujours faire le dextro et le labstix. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies métaboliques comme l'acidocétose ou bien le DAC, la décompensation acidocétosique ou donc l'acétoacidose. Il peut y avoir un tableau abdominal ou bien d'abdomen aigu. Donc il faudra faire le dextro à la recherche d'une hyperglycémie et le labstix à la recherche de l'acétunurie. C'est parmi les diagnostics ou bien les signes trompeurs de la décompensation acidocytosique. On va demander donc un bilan d'hémostase, on va demander une numération formule, un groupage, d'accord, s'il y a effectivement des signes hémorragiques, comme l'hémorragie digestive. On va demander une CRP si on suspecte une pathologie infectieuse ou inflammatoire, une fonction rénale pour, si ça nécessite bien sûr un scanner injecté pour évaluer la fonction rénale, ou bien dans le cadre du retentissement, on peut demander une fonction rénale avec un ionogramme. La lipasémie, il faut toujours penser à la pancréatite dans le contexte des urgences. Si c'est un patient qui a des douleurs abdominales qui ne se soulagent pas sous traitement médical, il faut penser à la pancréatite et il faut demander la lipasémie. Le bilan hépatique, on peut le demander surtout lorsqu'on suspecte une hépatopathie ou bien une pathologie des voies biliaires.
Le CG garde toujours une place importante, surtout chez un patient qui présente des douleurs épigastriques avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Et l'imagerie, bien sûr, il va être guidé selon le diagnostic suspecté. Par exemple, une douleur abdominale localisée au niveau de la fosse iliaque droite chez un jeune avec une petite fébricule et il a au bilan des blancs élevés avec une CRP positive, on va demander une échographie abdominale à la recherche des stigmates d'appendicite. Une jeune patiente en âge de procréer qui vient d'être mariée et elle a des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite avec des métrorragies. Donc dans ce cas-là, on ne doit pas passer à côté d'une GU. Donc on doit demander une échographie abdominale avec une bêta-HCG. Et ainsi de suite. Un patient qui a une douleur des flancs qui irradie vers les organes génitaux externes, chez qui on suspecte un tableau de colique néphritique, on va demander un neuroscanner, d'accord? Donc un neuroscanner injecté, donc il va nous montrer des stigmates de colique néphritique ou de pyélonéphrite. Donc voilà, les examens complémentaires sont toujours guidés par notre examen clinique. On peut demander une radiothorax si on suspecte une pneumopathie basale. L'avis spécialisé, comme on a vu la dernière fois, il doit suivre l'algorithme SBAR. Donc il faut expliquer la situation, se présenter d'abord et bien sûr expliquer ou bien présenter le patient au spécialiste. Il faut lui communiquer l'âge du patient, le motif de sa consultation, ses différents antécédents. Votre examen clinique, qu'est-ce que vous avez trouvé à l'examen clinique, le bilan paraclinique qui a été guidé par l'examen clinique, qu'est-ce qu'il a révélé, qu'est-ce que vous avez passé au patient, l'état du patient, est-ce qu'il s'améliore ou il ne s'améliore pas, et bien sûr on sollicite l'avis du spécialiste pour une prise en charge spécialisée ou bien pour discuter un examen paraclinique ou bien ajouter un traitement ou arrêter un autre. On passe maintenant aux exercices. Par exemple, vous recevez un patient âgé de 55 ans ayant comme motif une douleur abdominale épigastrique associée à des vomissements. Il est diabétique type 2 sous insuline et hypertension artérielle non documentée. L'examen clinique trouve une hypertension artérielle. Par ailleurs, il y a une obésité abdominale. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut déduire que le patient présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc une douleur abdominale épigastrique chez un malade qui présente des facteurs de risque cardiovasculaire, elle impose impérativement un ECG à la recherche des stigmates d'IDM. Maintenant, c'est un jeune patient de 13 ans qui présente des douleurs abdominales avec des vomissements et des diarrhées évoluant depuis 3 jours. L'examen clinique trouve une légère hypotension artérielle avec un dextro à 4 grammes et une fièvre à 38,5 et l'examen physique sommaire trouve un patient maigre. Dans ce cas-là, il y a une hyperglycémie avec de la fibricule chez un jeune, de l'heure abdominale. Donc on suspecte une décompensation acétocétosique. Pour cela, il faut compléter par un abstix à la recherche de la cétonurie et de la glycosurie. Et bien sûr, la conduite à tenir par la suite va se faire en concertation avec le réanimateur. Sûrement le patient aura besoin d'un schéma de réhydratation adapté et après stabilisation de l'état du patient, il faudra chercher pourquoi il a fait cette décompensation. Est-ce que c'est inaugural? Est-ce que c'est secondaire à quelque chose, à une infection? Et dans ce cas-là, après stabilisation, on achemine le patient vers l'endocrinologue pour éducation thérapeutique. Alors maintenant, c'est un jeune de 25 ans qui vient pour douleur abdominale avec des vomissements et des diarrhées évoluant depuis 2 jours, avec notion d'une symptomatologie similaire chez l'entourage après un repas dans un snack.
le patient n'a pas d'antécédent particulier, l'examen clinique ne trouve pas d'anomalie, à part une sensibilité abdominale diffuse. Dans ce cas-là, le diagnostic le plus probable, c'est une gastro-entérite. Donc le traitement, il va reposer sur un traitement symptomatique, et un traitement de la gastro-entérite et de la réévaluation. Si tout va bien, le patient peut sortir avec une ordonnance et bien sûr, sans oublier, s'il y a des cas collectifs, ça doit être déclaré. Maintenant, un jeune patient de 30 ans qui vient pour douleur abdominale avec des vomissements bilieux, avec un arrêt des matières et des gaz. Il a comme antécédent une appendicectomie. L'examen clinique ne trouve pas d'anomalie à part une distension abdominale. La suspicion diagnostique, bien sûr, c'est une occlusion intestinale. La conduite à tenir, bien sûr, on doit mettre une voie veineuse, réhydrater le patient, demander un abdomen sans préparation. Si, bien sûr, il y a des signes d'occlusion intestinale, des niveaux hydroaériques, il faudra demander l'avis du chirurgien viscéraliste. Maintenant, un patient de 60 ans qui vient pour douleur de l'hypocondre droit, associé à des vomissements bilieux et des diabétiques sous ado, sous antidiabétiques oraux. L'examen clinique trouve une fièvre à 39 avec un ictère cutanéo-muqueux et des lésions de grattage. Nous avons déjà la triade de Charcot, donc la douleur, la fièvre, l'ictère. Donc c'est un tableau d'angiocolite. Il faudra demander en urgence une échographie hépatobiliaire pour asseoir le diagnostic et demander l'avis du chirurgien viscéraliste. Donc un jeune de 35 ans qui vient pour une douleur épigastrique irradiante vers le dos associée à des vomissements. C'est une jeune en fait qui avait un calcul de la vésicule biliaire non traité. L'examen clinique trouve un subictère avec une fièvre à 39. L'examen physique sommaire, pas d'anomalie. Donc ce tableau-là évoque une pancréatite. Donc on doit demander une lépasémie pour asseoir le diagnostic et on demande l'avis du chirurgien viscéraliste. Maintenant, c'est une jeune de 24 ans qui vient pour douleur de la fosse iliaque droite associée à des vomissements et des métrorragies noirâtres. Il n'a pas d'antécédent particulier, mais par contre, il a une fièvre à 38. Donc une fièvre à 38 avec une douleur de la FID, une défense au niveau de la fosse iliaque droite, une fièvre, vomissement et métrorragie. C'est une jeune. On ne doit pas passer à côté d'une GU. Donc on doit traiter symptomatiquement la douleur, demander une échographie pelvienne avec une bêta-HCG, bien sûr après accord ou bien après consentement, et on demande l'avis gynéco. Donc voilà, ce sont les différents exercices ou bien les différentes cas cliniques que vous pouvez avoir en consultation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et merci beaucoup.